Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de présentation du nouveau produit Creos Anti-Simulation. C'est à ma connaissance une première puisque le produit est sorti avec Creo 7.0.2.0 il y a une petite semaine, quelque chose comme ça. Donc on est parmi les premiers à être en mesure de le présenter et je suis personnellement ravi de passer cette petite heure avec vous tous pour faire un tour d'horizon de cette nouvelle solution. L'ordre du jour pour aujourd'hui, on va refaire un tout petit point sur le partenariat PTC Ansys qui commence à avoir plusieurs fruits arrivés sur le marché. Ce fruit, le dernier né, donc s'appelle Creo Ansys Simulation. On fera un tour d'horizon en termes général de ses capacités fonctionnelles, puis on verra point par point au niveau des conditions limites, des chargements, du maillage, des idéalisations, de l'analyse des résultats, comment ce produit fonctionne. On verra également qu'une intégration est prévue avec Windchill pour une consolidation des données de simulation dans le PLM. On fera également un tour sur la roadmap de développement, puisque c'est un produit qui est jeune, hein, il vient juste de sortir, il est issu de la collaboration entre Ansys et PTC qui est assez récente. Donc il s'agit encore une fois d'une première version qui est amenée à évoluer assez fortement dans les années qui viennent. Et on a déjà quelques informations à vous communiquer sur la roadmap. Et puis on essaiera de faire une synthèse fonctionnelle, notamment pour répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent sans doute, comment ça se positionne vis-à-vis de Creo Simulate. Donc on verra ça à la fin de manière assez détaillée. Encore une fois, un moment sera prévu pour les questions, les réponses et les échanges. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à écrire vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet. Le partenariat PTC Ansys, l'idée de ce rapprochement entre PTC, leader mondial de la CAO et du PLM, et Ansys, leader mondial de la simulation, c'est d'amener une solution intégrée de la simulation dans les processus de développement produit. C'est toujours la même chose, tout le monde essaye de faire ça, et à chaque fois, la problématique est la montée en charge de la puissance de calcul par rapport au cycle de développement produit. Et l'idée du rapprochement de PTC et d'ANSYS, c'est de réussir à enfin casser la barrière entre la conception et la simulation pour faire des choses plus rapidement et anticiper plus de choses dans le cycle de développement produit. Ce fameux cycle de développement produit, globalement, démarre par une phase d'avant-projet ou de concept. Il y a une phase d'analyse détaillée. C'est dans ces phases-là, généralement, que la simulation trouve sa place, à des degrés divers. Puis ensuite, une fois que le design a bien avancé, on peut passer par un prototype ou directement envoyer en fabrication. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la difficulté qu'on a d'habitude, c'est que les outils de simulation sont parfois pas assez puissants, parfois trop puissants. Et pourquoi? Parce que suivant la phase de développement dans laquelle on se trouve, quand on est très en avant-projet, l'idée c'est d'avoir très vite des tendances, et quand on avance vers l'industrialisation, il nous faut plus de certitude et plus de précision dans les résultats qui sont donnés. Et cette équation, elle est difficile à résoudre pour la plupart des solutions parce que l'offre est assez monolithique, ou alors c'est un produit qui a été découpé en modules standards et avancés à des physiques séparées, mais pas à ce besoin de valider des tendances très tôt et d'augmenter le degré de précision progressivement. L'idée du coup de ce rapprochement, encore une fois, entre PTC et ANSYS, ça a été de mettre sur le marché deux produits. Le premier, c'est Creo Simulation Live, qu'on a déjà détaillé dans une webcast dédiée il y a quelques semaines, et que je vous invite à regarder en replay le cas échéant. C'est vraiment de la simulation très très rapide, pratiquement instantanée, qui n'a pas pour vocation d'être très très précise, ni de faire des physiques très complexes. On va pas faire de non-linéarité, on va pas faire d'hyperélasticité, ce genre de choses. Mais par contre, valider le fait que la nervure qu'on a envie de rajouter à tel endroit va bien avoir l'effet escompté, et que passer une certaine épaisseur, par exemple, l'augmentation d'épaisseur n'apporte plus rien,
à la tenue mécanique, c'est quelque chose qu'on a besoin de valider très très vite, très très tôt dans le processus. Et l'idée, c'est ce premier produit Creo Simulation Live vous permet d'avoir des résultats directement pendant que vous concevez, vraiment pendant que vous concevez. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la conception, on a besoin de plus de précision, et c'est là qu'intervient le produit historique de PTC qui est Creo Simulate, et ce nouveau produit qui est Creo Anti-Simulation. On verra que les recouvrements sont assez forts. Pourquoi? Parce que globalement, le discours de PTC, je vais casser un peu le suspense dès à présent, le discours de PTC et son positionnement stratégique à long terme, c'est que Creo Simulate continuera d'être maintenu fonctionnellement dans son cadre actuel et suivra les montées de versions progressives en Creo 7, Creo 8, Creo 9, etc., sur le même scope fonctionnel, le même champ. Et il y aura ici et là des améliorations dites de productivité individuelle par exemple sur des post-processing, sur ce genre de choses, sur des facilités de mise en données par exemple. Mais progressivement, au fur et à mesure que le module Creo Anti-Simulation va prendre de l'ampleur, c'est lui qui sera amené à terme à remplacer Creo Simulate. Okay, c'est une roadmap qui est prévue sur pas mal de versions, donc pas d'inquiétude, Creo Simulate ne s'éteint pas demain matin, il n'y aura pas une obligation de passer sur un Creo Anti-Simulation, les choses vont se faire très progressivement, très naturellement. Voilà. Ceci étant dit, à quoi ça correspond? Déjà, on va essayer de mettre ça sur une cartographie pour essayer de s'y retrouver un petit peu dans toutes ces histoires. Donc sur l'axe vertical, ce qu'on voit, c'est le degré de complexité des analyses qu'on cherche à faire. Et puis sur l'axe horizontal, il y a le moment du développement du produit. Et puis on a essayé de séparer un peu deux grands types de profils. Le concepteur qui intervient plutôt pour faire du calcul plutôt dans les phases d'avant-projet et conception détaillée, et puis l'ingénieur calcul qui sera lui plutôt en phase de validation finale. Eh bien, la cartographie des offres de simulation qui vous sont proposées à l'heure actuelle sont constituées de deux grands produits que sont Creo Simulate, que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien, puisque c'est voilà, l'outil historique de simulation par élément fini intégré à Creo. Et puis son pendant côté ANSYS en mode autonome, qui s'appelle ANSYS Discovery. On l'a dit juste avant, le premier produit qui est issu de la collaboration entre PTC et ANSYS, c'est Creo Simulation Live. C'est la déclinaison intégrée à Creo d'un produit qui existe en standalone côté ANSYS, dans la gamme ANSYS, qui s'appelle ANSYS Discovery. Ok, donc c'est du calcul GPU, donc basé sur la carte graphique qui est quasiment temps réel et qui permet de dégrossir très très vite. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ce partenariat ouvre également des capacités de maintenir de la continuité numérique vers de la simulation avancée, évidemment sur du calcul de structure, c'est assez classique, mais sur toute une série d'autres physiques qui sont traitées par les solutions ANSYS dans leurs produits avancés. Et du coup, on va être à même de vous proposer une chaîne numérique complète qui va s'adapter à la fois au profil des utilisateurs, aux complexités de calcul que vous avez à faire et au moment auquel vous avez besoin de faire vos calculs. Le nouveau produit, donc Creo Anti-Simulation, trouve sa place évidemment dans le bloc central qu'on voit ici, hein, au même rang que Creo Simulate, puisque encore une fois, il y a un très fort recouvrement entre les deux solutions à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que ça fait? La première des choses qu'on voit, c'est qu'évidemment, voilà, je l'ai dit en préambule, le produit vient juste de sortir, il vient d'être mis sur le marché en même temps que la version Creo 7.0 2.0. Okay, donc ça, il y a quelques jours. On le voit dans l'interface, dans la capture d'écran que je vous montre, c'est vraiment l'intégration complète de la technologie ANSYS en termes de Mayer et de solver dans l'interface habituelle de Creo. Donc pas de fenêtre externe, pas de produit externe, pas de transfert de données.
on garde vraiment les réflexes qu'on a avec Creo Simulate. On travaille dans sa session Creo sur les données et sur les géométries qu'on a à l'écran. Pour garder également la logique de Creo Simulate, à savoir pas besoin d'avoir une très forte connaissance sur les technologies de maillage, etc. Tout ce qui est maillage et prise de contact sont automatisés et basés sur les bonnes pratiques issues du savoir-faire ANSYS. Okay, donc dans l'absolu, pas besoin de s'intéresser à ça, pas plus que dans un Creo Simulate par exemple. Tout ce qui aurait été fait dans un Creo Simulation Live en termes de pré-prédimensionnement, donc d'analyse de tendance, disons, les restrictions, les chargements, etc., seraient récupérés. Donc, si on veut monter d'un cran le degré de résolution du calcul, eh bien, on n'a pas à tout refaire. Hein. Les matières vont être transférées, évidemment, puisque ce sont les matières de nos pièces, mais également les chargements, les restrictions, etc. etc. Cette première version supporte déjà des éléments purement numériques, des masses virtuelles, des ressorts, des coques, des poutres. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet d'ores et déjà le transfert d'informations vers ANSYS Mechanical, qui est la solution haut de gamme de chez ANSYS. Le bénéfice principal de tout ça, c'est que sans quitter l'environnement habituel de Creo, vous bénéficiez du savoir-faire et de la technologie ANSYS, qui est une technologie qui n'est pas à remettre en question. Hein. C'est vraiment une des technologies références du marché pour le calcul de structure. Donc voilà, il n'y a pas de débat. Ce que ça fait, ça le fait très bien. C'est très facile de préparer et de lancer des calculs précis, puisque encore une fois, vous gardez la main directement dans votre outil de conception comme d'habitude. Et pour ceux qui utilisent du Creo Simulate, vous retrouvez tout ou partie des icônes habituelles qui vous servent à faire la mise en données. Ok. Au niveau des conditions limites, on a toute une série de restrictions assez habituelles, hein, restrictions fixes, on va pouvoir imposer des déplacements, on va pouvoir utiliser des supports. Alors les supports sont des raccourcis pour faire des appuis plans, pour faire des restrictions cylindriques avec des libérations de degrés de liberté, des rotules, et puis des supports sans frottement. Un support sans frottement étant ce qu'on utilise pour définir par exemple des plans de symétrie ou ce genre de choses. Au niveau des chargements, force, pression, moment, des efforts d'accélération de gravité, des efforts centrifuges, des températures, des accélérations linéaires, qui peuvent être définis soit sous forme de décomposition de vecteurs par composante ou en donnant une direction appuyée sur une géométrie par exemple et puis une intensité. On peut même déjà faire de l'application sur un point distant avec un transfert automatisé sur des surfaces qui font la reprise de charge. Et du coup, encore une fois, la mise en données est extrêmement facile. Elle est très mécanique, elle n'est pas analyste au sens expert simulation numérique. Le point important également, toutes les conditions limites ne sont pas appliquées sur le maillage en tant que tel, elles sont appliquées sur la géométrie, ce qui fait qu'évidemment, si on change la géométrie, l'application de la charge ou de la restriction reste valable et se régénère. Pour la partie thermique, ben, voilà, les conditions limites habituelles pour faire de la thermique sont déjà disponibles également. Tout ce qui est mise en place de température, de conditions de convection, de rayonnement, avec au moins dans un premier temps du rayonnement vers l'environnement extérieur. Pour l'instant, le rayonnement surface à surface n'est pas supporté. C'est dans la roadmap, mais c'est pas encore le cas tout de suite. Et puis en termes de chargement, des flux thermiques, des densités de flux thermiques et des générations de chaleur. Donc, de la même manière que pour la mécanique, la mise en place des conditions limites et des chargements thermiques voilà, se fait de manière très très rapide sur la base des mêmes réflexes et des mêmes habitudes que l'on a par ailleurs. Tout ce qui est maillage, voilà, on va bénéficier d'un mailleur en H éléments, donc les éléments finis traditionnels, qui a pour particularité de s'appuyer encore une fois sur le savoir-faire ANSYS, qui a breveté la notion de physics aware, c'est-à-dire que en fonction à la fois du type de calcul que vous allez faire, suivant que c'est de la mécanique, de la thermique, du modal, en fonction de l'endroit où vous allez mettre vos chargements et de l'endroit où vous allez mettre vos charges,
plus évidemment de la topologie de votre pièce, le système va décider de mettre plus ou moins de mailles à certains endroits. Parce que il va détecter que c'est dans certaines zones que la criticité ou les concentrations de contraintes vont apparaître. Et du coup, il va automatiquement densifier ces zones. Le processus de maillage est ce qu'on appelle basé sur les composants, c'est-à-dire que si vous avez un assemblage de 25 pièces, il va les mailler les unes derrière les autres, potentiellement multithreadées, et puis vous rassemblez tout ça au final, donc ça permet voilà, de paralléliser les tâches. Par défaut, il va essayer de remplir les géométries avec des hexaèdres, donc des éléments de très haute qualité. Et tout ce qu'il n'arrive pas à remplir avec des hexas, il va mettre des tétraèdres, mais de degré élevé, donc pas des tétras linéaires, hein, il va utiliser des tétras un peu plus évolués que ça. On a quand même la main sur le contrôle du maillage de deux manières. La première, c'est via une glissière qui permet de définir un degré de fidélité général. Et derrière, le système va lui calculer les bonnes tailles, etc. Et puis, on a quand même la main sur toute une série de paramètres avancés, comme voilà, la typologie d'extraction de la géométrie, le nombre de mailles dans des intervalles, les angles, les tailles, etc., etc. Tout ça est disponible si on en a besoin. Mais la plupart du temps, on n'y touche pas. On peut évidemment revoir le maillage avant de lancer le calcul, mais ce n'est pas une obligation, parce que l'idée, c'est encore une fois de mettre ça dans les mains d'un concepteur, sans qu'il ait besoin d'avoir un savoir-faire énorme et un historique énorme en simulation numérique. Donc l'idée, c'est que voilà, tout le savoir-faire d'Ansys est passé là-dedans pour que le maillage ne soit pas une épreuve et n'apporte pas de complexité pour l'utilisateur, de manière à ce qu'il puisse voilà, se concentrer sur la mise en données en tant que telle de son problème. Malgré tout, on peut prendre la main sur le maillage pour les gens qui sont un peu plus expérimentés ou qui veulent aller un peu plus loin. On peut reprendre la main, on peut mettre des contrôles locaux, on peut voilà, imposer des tailles de mailles, etc., etc. Tout ce qui est idéalisation également, on peut, pour les idéalisations en statique et en modal, utiliser des masses simples, utiliser des coques simples, utiliser des ressorts 1D, 3D, longitudinaux, torsionnels. On peut appliquer des précharges sur ces éléments. Il peut y avoir des rattachements virtuels au sol. Les poutres sont définies par des profils et un certain nombre de propriétés. On peut libérer des degrés de liberté sur certaines extrémités de poutres, par exemple pour créer des rotules virtuels ou des pivots virtuels. Et pour tous ces éléments, on a ce qu'on appelle des sondes de mesure qui permettent de faire afficher, vous voyez ici, typiquement l'effort vu par le ressort, par exemple, et l'élongation pendant le calcul. Donc toutes ces données sont directement disponibles dans l'interface pour très très facilement non seulement les mettre en place, mais également récupérer les grandeurs qui sont intéressantes en termes d'analyse du résultat. Nouveauté par rapport à ce que les gens connaissaient de CreoSimulate, on va pouvoir définir des connexions. Des connexions, il y en a deux types. Il y a les notions de contact. Alors, dans cette première version, les contacts entre les composants sont de deux natures, soit liés, soit ce qu'on appelle sans séparation. Un contact sans séparation, c'est un contact qui ne peut pas se décoller, mais pour lequel on autorisera des petits déplacements relatifs. Donc, je vous montrerai ça sur un exemple. Ça permet de créer des liaisons assez simples et de faire de la reprise de contact, voilà, de la compression par exemple, très très facilement en mode pression de Hertz. Et puis on va pouvoir également créer ce qu'on appelle des articulations, soit entre des corps, donc entre des pièces ou entre des corps de pièces, hein, parce que pour ceux qui ont suivi le reste des Forcat Tour, vous avez probablement vu qu'une une des grosses nouveautés de Creo7 était la gestion du multicore. Elle est déjà intégrée évidemment dans ce produit, dans ce module est géré. Donc, quand on parle de corps à corps, ça peut être de pièce à pièce, de pièce à corps, de corps à corps, de corps au sol. Et puis, pour chacune des liaisons, on va pouvoir définir son comportement en choisissant dans la liste, avec un vocabulaire mécanique, hein, un pivot glissant, un appui plan, une charnière, etc. Quels sont les degrés de liberté qui sont disponibles pour le mouvement. Donc encore une fois, l'idée c'est de mettre en place les problèmes très très rapidement.
En termes d'analyse de résultats, évidemment, on va pouvoir faire de l'analyse de résultats sous forme de couleurs pleines, sous forme de tracés vectoriels. Tous les résultats sont disponibles dans l'arbre de simulation. Il y a deux grandes familles de résultats, ce qu'on appelle les résultats basiques qui sont précalculés quoi qu'il arrive, et puis les résultats avancés sur lesquels on va choisir la grandeur, le champ sur lequel on veut mesurer la grandeur, etc. etc. On peut créer des gabarits de résultats, on peut personnaliser à peu près tout ce qu'on veut en termes de valeur de légende, unité, quelles sont les faces ou les composants à inclure dans la restitution, etc. etc. Donc l'idée, c'est que ça soit encore une fois très transparent. Et puis, parce que parfois, ce qui vous intéresse, ce sont des choses très locales, on a cette notion de sonde ou de palpeur qui va venir mesurer et tracer l'évolution d'une valeur en un point, sur une surface, en moyenne, etc., directement. Ok. Dès à présent, quelques petits éléments additionnels. On supporte la notion de création de régions de surface pour séparer des faces monolithiques pour pouvoir appliquer localement des charges ou des restrictions, comme on voit là. Hein. Les charges sont réparties sur 2 zones rectangulaires et 3 zones circulaires. Et puis la restriction, elle, est faite sur une zone qui est un petit peu plus tordue. La résolution, elle est parallélisée par défaut sur 4 cœurs. On peut évidemment sortir ces données-là vers ANSYS Mechanical, pardon, ANSYS Medical, c'est jeudi. Et puis l'ensemble des résultats peut être sauvegardé sous forme d'archive qui est autonome, qui contient à la fois la géométrie et les données du calcul, qui peut être retransmise ensuite vers d'autres systèmes. Voilà pour cette partie. Avant de passer à l'intégration Windshield, je vous propose d'aller voir un peu le produit, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on est dans le PowerPoint, dans le support. L'idée, c'est quand même de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc pour ce faire, on va traiter quelques exemples. On va d'abord s'occuper d'une pièce, une pièce simple, hein, certains d'entre vous la connaissent. C'est une pièce que j'aime particulièrement. Pièce simple, assez classique, on est dans Creo 7, on va dans Applications. Et ici, on a, à côté de Simulate, vous voyez, on a ANSYS Simulation. Je vais lancer ça et directement, je suis sans aucune autre forme de modification, de transfert d'informations ou quoi que ce soit. Je suis dans mon Creo ANSYS Simulation et je vais pouvoir renseigner l'étude qui est créée par défaut ou venir ajouter une étude de structure, de thermique ou modal. Okay, donc ici, je vais simplement renseigner mon calcul de structure statique. Je vais valider mes choix de matière. Vous voyez, par défaut, il vous propose de réutiliser les matières qui étaient mises sur la géométrie. Mais on peut très bien y déroger si ça vous intéresse. Je vais mettre des restrictions. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'ici, j'ai une restriction cylindrique, donc je vais pouvoir potentiellement tourner autour de l'axe, mais je peux pas m'écarter, me dilater autour de ce cylindre. Je vais poser des appuis sans frottement ici pour dire que ces faces sont globalement guidées dans leur propre plan. Je vais appliquer un effort sur la poignée. Vous voyez, voilà, les fenêtres sont assez habituelles hein, pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser des choses dans Creo paramétrique. C'est vraiment super intégré. Et ici, voilà, soit je décompose mon effort suivant X, Y ou Z dans un repère que je peux aussi sélectionner, soit je peux lui donner ici une direction directement piquée sur la géométrie et une amplitude, par exemple, moins 150 newtons. On voit l'aperçu pour la direction, c'est bien dans cette direction que je veux faire les choses, ça me va bien. Et là, je peux très bien demander à exécuter le calcul, et cette exécution va enchaîner tout ce qui a besoin d'enchaîner. Vous voyez, le processus tourne ici. Le système va mailler en arrière-plan, résoudre en arrière-plan, post-traiter les résultats par défaut en arrière-plan. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas plus de questions que ça à me poser. Le système s'occupe de tout ça tout seul. Okay. En termes de résultats, il s'affiche par défaut, encore une fois, les résultats de base s'affichent par défaut. Donc il suffit de les sélectionner pour les montrer. Ici,
ici, comme ça sera peut-être un peu mieux. Je vois que j'ai une isosurface qui est activée. Ça va peut-être pas m'intéresser, je vais la faire autrement. Voilà. Ok. Donc on voit ici le déplacement. Hein, pas de grosses difficultés. Là où ça devient plus intéressant, c'est si on s'occupe de faire des tracés de résultats un petit peu plus personnalisés. Par exemple, ici, je vais demander sur l'intégralité de la pièce avoir la contrainte de von Mises. Donc ça, ce sont des choses assez classiques. Je vais la retrouver ici. Hop. Donc, à chaque fois que vous préparez des fenêtres de résultats, ensuite, vous allez demander au système de vous calculer et de vous extraire les données pour de vrai. Vous voyez ici, sur les résultats avancés, on a plus de possibilités. Par exemple, pour afficher le modèle déformé, pour l'animer éventuellement, pour aller voir localement, vous voyez, où se trouve la contrainte max, par exemple. Etc., etc. Tout ça se fait de manière complètement transparente. On a la main, vous voyez, sur l'échelle pour avoir le résultat soit en mode lissé, soit en mode couleur non lissée. On peut changer les valeurs d'échelle, etc., etc. Tout ça est très habituel. Le nombre de couleurs, la répartition, etc. Voilà, on a la main sur énormément de choses. Si on veut aller voir de plus près ce qui se passe sur une surface, par exemple, ou certaines surfaces, il suffit voilà, de lui dire, moi, cette surface et cette surface m'intéressent, et là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est également la contrainte de von Mises. Je fais afficher mon résultat, et directement, je vais pouvoir aller voir non seulement ce qui se passe globalement, mais également simplement sur les quelques surfaces qui m'intéressent. Okay, ça permet d'extraire des zones très très facilement pour interpréter les résultats. Okay, à n'importe quel moment, on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas de souci particulier. Évidemment, si on fait des modifications sur la géométrie, tout ça continue de fonctionner. Hein. Si je prends ce rayon ici et que j'édite sa valeur, que je le passe par exemple hop, à 5, hop. Je retourne dans mon calcul. J'ai pas grand chose à faire. Si je veux laisser les choses telles que et pas dupliquer pour comparer, vous voyez, il vous met un petit drapeau pour vous dire la simulation n'est pas à jour puisqu'il y a une modification. Il faut l'exécuter, je l'exécute. Encore une fois, je m'occupe pas du maillage, je le laisse faire et en quelques secondes, je vais avoir le maillage qui se met à jour, la résolution du calcul qui se fait et l'ensemble des résultats qui se met à disposition. Okay, donc c'est très facile, très direct, très intégré, quoi. Okay, et là, on voit bien la géométrie a changé, la valeur de contrainte max a évolué, etc., etc. Pour ceux qui veulent quand même avoir un peu plus la main sur le maillage, par exemple, vous voyez qu'il y a l'onglet Affiner le modèle qui permet d'ajouter des choses. C'est là qu'on va traiter les fameuses articulations, les contacts, les coques, les poutres, etc., etc. Et ici, on va avoir accès à l'ensemble des réglages du maillage. Donc on a ici la fameuse résolution sous forme de glissière. Et pour ceux qui veulent un contrôle encore plus pointu, vous avez accès à l'intégralité des paramètres de maillage en tant que tel. Voire la possibilité de dire, bah, moi je veux ajouter sur cette surface-là des mailles de maxi 2 mm, par exemple. Et à ce moment-là, on va générer le maillage indépendamment. On va pouvoir l'afficher une fois que c'est fait. S'il nous convient, c'est bien, on lance le calcul. S'il nous convient pas, on le rechange, etc., etc. Okay, donc là, j'ai mon maillage qui est fait. Je peux décider de relancer mon calcul sur base de ce nouveau maillage. Et dans ce cadre-là, ma tâche ne va pas chercher à remailler puisqu'elle a détecté que le maillage était déjà disponible. Donc il va résoudre. Donc on peut encore une fois faire des choses très très rapidement sans se poser énormément de questions, de manière voilà, fiable, rapide et avec un degré d'intégration pour une première version qui est déjà extrêmement fort. Donc voilà pour le premier exemple. Je vous propose d'aller en voir un autre qui va mettre en évidence des choses un petit peu plus avancées, comme par exemple comment on traite du contact dans ce cadre-là.
Comment on traite du contact? C'est pas très compliqué finalement. Pourquoi? Parce que quand on va aller dans ANSYS Simulation, le système, alors je vais créer une nouvelle étude, ça permettra de vous montrer un peu les choses. Vous voyez, va vous proposer de faire de la détection de contact automatisé. Et là, sans rien faire, le système m'a détecté qu'il y avait des surfaces qui étaient en contact entre elles. OK. Et m'a proposé de créer du contact lié entre ces objets-là. Donc si j'édite ces définitions, je vois que le système m'a sélectionné les deux surfaces qui se touchaient et m'a proposé de mettre un contact lié par défaut. Moi, je voudrais bien que dans cette zone-là, on fasse comme si on autorisait un petit glissement et un écrasement des deux pièces, l'une sur l'autre, non pas comme si elles étaient soudées, mais vraiment comme si l'une appuyait sur l'autre. Donc je vais reprendre la main et demander un contact sans séparation. Celui-ci, je pense que ça va être sur les bordures extérieures, m'intéresse pas, je vais l'enlever. Ok. Toujours la même chose, on va par exemple mettre une restriction d'encastrement ici, je vais appliquer une force sur la poignée, hop, on va la mettre 150 newtons vers le bas par exemple. Et ici pour mon articulation, je vais lui expliquer comment on a le droit de bouger ici. Donc pour ce faire, je vais simplement créer une articulation entre ces surfaces-là qui seront les surfaces stationnaires et les surfaces internes ici qui seront la surface libre. Et cette articulation, c'est une charnière. Ok, donc de manière très mécanique, on vient créer les choses. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, si on oublie des choses, bah, le système vous parle. Hein. Il vous dit, c'est bien, tu as fait toute une série de choses, mais tu n'as pas validé les matières, mais très bien. Affectons les matières. Je vais mettre tout ça en acier. Et derrière, le système va, encore une fois, mailler en fonction des restrictions et des chargements que j'ai mis. Il va mailler, résoudre et proposer les résultats. Okay, vous voyez également que les temps de calcul sont assez rapides et ça permet vraiment de très très rapidement se faire une idée des choses. Vous voyez ici, on voit quand même assez bien la reprise de contact avec la concentration de contraintes dans cette zone. On va par exemple aller voir l'amplitude de la contrainte seulement sur 7, pardon. Non pas sur la surface, mais ce qui va m'intéresser, c'est sur le composant qui est ici. OK. Et puis on va afficher les résultats. Là, il est en train de me compiler les résultats avancés que j'ai demandé, me faire l'extraction. Et puis derrière, vous voyez, on voit ce qui se passe. On voit la zone, on voit que c'est dans cette zone-ci que la contrainte évolue parce que ici, il y a l'écrasement, etc., etc. Donc voilà, le système se débrouille à la fois sur ces notions de liaison et sur ces notions également de prise de contact. Voilà, un exemple très simple et très rapide pour la partie contact. Et sur la partie liaison, j'ai un autre exemple qui est assez sympa, ce qui va vous permettre d'illustrer, enfin, il va me permettre d'illustrer un autre point assez intéressant, qui est la capacité qu'on a de préparer le calcul, notamment avec des représentations simplifiées. Vous voyez, je suis en train de dimensionner ce dispositif de clampage. Je vais considérer que les deux pièces qui sont ici sont suffisamment massives pour pas être réellement sujettes à m'embêter. Par contre, j'ai un doute sur le fait que quand je vais appliquer un certain effort ici, ma petite biellette de transmission est bien dimensionnée et surtout dans la zone pardon, de restriction de diamètre ici, je ne sais pas trop s'il ne va pas se passer quelque chose. Donc j'ai simplement créé une représentation simplifiée qui ne me laisse que les quelques pièces dont j'ai besoin. Et puis, dans mon anti-simulation, j'ai appliqué un effort sur ma poignée. J'ai mis en place des liaisons qui sont très exactement le même type de liaison que celles que j'ai faites juste précédemment. Hein. Ce sont des liaisons de type charnière. Voilà, pas de difficulté particulière. Celle-ci, c'est exactement la même chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis un contact également
entre toutes ces zones ici vous voyez, cette pièce et cette pièce sont deux pièces séparées, donc le système l'a détecté. Par contre, j'ai laissé les contacts qu'il y avait entre les faces extérieures de ma bielle et la pièce bleue et la pièce grise libres de pouvoir faire des petites translations. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir afficher, encore une fois, mes contraintes de von Mises. Il semblerait que mon inquiétude initiale sur l'extrémité ici était pas réellement fondée. Il n'y a pas tellement de contraintes qui seraient dues à la restriction de diamètre ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour l'essentiel, c'est le levier avec sa sortie ici qui impose une contrainte plus élevée. La bielle a l'air d'être voilà, sollicitée, mais pas énormément. Au niveau du déplacement, on se retrouve avec voilà, 2 centièmes de déplacement max. Voilà, il n'y a rien qui va mal. J'ai posé une sonde ici, par exemple, sur l'articulation pour avoir une idée de l'angle de rotation relatif que j'ai laissé autoriser entre les deux pièces pendant la simulation. Et voilà, le système trouve voilà, 3 millièmes de degré. Donc on peut considérer que avec la charge qu'on a appliquée, il ne se passe pas grand-chose, donc tout va bien. De la même manière, on peut aller regarder ce qui se passe en termes de déplacement sur certaines pièces, certaines zones, certaines surfaces. On peut aller voir pardon, hop, ce qui se passe vraiment très localement. Vous voyez que l'échelle se met à, se règle en fonction du mini-maxi vu par les pièces sélectionnées et mes palpeurs. Voilà, la rotation relative dans l'articulation, il va la chercher, hein, pas de souci particulier. Que ce soit pour palper ou les autres, vous voyez, quand on définit un palper, on va chercher la grandeur qui nous intéresse. Donc il y a les grandeurs, on va dire, classiques. Mais si on vient ici, on va pouvoir aller chercher des grandeurs spécifiques aux articulations, donc tout ce qui est moment, déplacement, effort, etc. Sur les contacts, on va retrouver des pressions, des distances de glissement, de la pénétration, les réactions, etc. Sur les restrictions, enfin sur les contraintes, on va avoir toutes les composantes. Sur les déplacements, toutes les composantes, et puis toutes les réactions au support dont on pourra avoir besoin. Donc voilà, c'est extrêmement facile d'aller poser ça et d'aller récupérer ce qui nous intéresse. Voilà pour ce premier tour d'horizon. J'essaie d'aller assez rapidement, mais ça permet de se faire une idée de comment fonctionne le produit. Pour ceux qui connaîtraient déjà les solutions ANSYS et qui aimeraient bien avoir un peu plus d'infos sur comment c'est réglé dessous, quel type de solver est utilisé, comment sont traités les contacts, etc. Vous avez dans les paramètres du solver toute une série ici d'informations et de réglages qu'on peut prendre. Par exemple, le contact est traité avec une méthode de Newton-Raphstone, qui est la méthode standard de chez ANSYS, avec un switch automatique sur le mode le plus intéressant. Si vous voulez forcer le mode, vous pouvez très bien le faire ici. Okay. Ici, vous pouvez même décomposer la montée en charge pour des charges assez importantes. Vous pouvez décomposer la montée en charge en plusieurs fois pour affiner les résultats. Ok, donc très facile, très rapide, très intégré. Encore une fois, hein, ce produit, il y a 1 an, il a été annoncé, il est là. Creo Simulation Live a été annoncé il y a un peu moins de 2 ans maintenant, et il est sorti il y a 1 an déjà. Donc voilà, le rythme est assez fort et assez rapide, et l'intégration, la stabilité, etc. sont déjà pour une première version extrêmement intéressants. Je vais repasser sur mes slides pour continuer un peu. Je vous ai parlé de la capacité qu'on avait d'intégrer les données de simulation dans Windchill. Ça passe tout simplement par le fait que à partir du moment où on termine un calcul, on va pouvoir, je l'avais dit, hein, créer une archive du projet. Et cette archive, si vous êtes connecté à Windchill, va être traitée comme un objet, s'enregistrer dans l'espace de travail et au moment de l'intégration, être rattaché et avoir un lien avec la pièce, l'assemblage ou l'article relatif à ces objets. Donc il n'y a pas de grande difficulté, ça se fait
de manière très très simple. Là, pour le coup, je suis pas connecté à Windshield 12.01 puisqu'elle sort, dans les prochains jours d'ailleurs. Mais j'ai récupéré une vidéo qui vous montre un peu le processus. Vous voyez, on enregistre les données de simulation avec le bouton. On lui donne un petit nom et vous voyez que par défaut, on est dans le workspace. Donc ça pourrait être, si vous n'êtes pas connecté à Windshield, c'est là que vous allez archiver ce fichier. Mais quand on est dans Windshield, voilà, c'est un objet qui est reconnu par l'intégration. On va pouvoir l'envoyer dans le système et les interactions avec la pièce d'origine, etc., seront connues. On va voir la nature des liens directement. Vous voyez, on voit bien que le dossier de calcul est bien lié à la révision A5 de ma pièce. Okay, que ça soit à partir de la pièce pour les données de calcul ou à partir des données de calcul vers la pièce. Donc la boucle est bouclée autour de ça. On voit bien que l'intégration est assez transparente pour l'utilisateur. Si vous mettez ces données de calcul sous contrôle du PLM, il n'y a pratiquement rien à faire. Évidemment, si on fait des modifications, on va relancer le calcul puisque toutes les informations relatives au calcul sont enregistrées dans le fichier pièce. L'archive contient essentiellement une copie de la pièce plus les matrices de résultats, etc. Ici, on n'a pas besoin de rouvrir cette archive, on a la pièce en tant que telle, les données la mise en données du modèle évidemment était déjà connue de la pièce, donc on va simplement relancer le calcul exactement comme je l'ai fait tout à l'heure sur mon levier quand j'ai fait une mise à jour géométrique. Les données de calcul sont mises à jour, on enregistre ça, on le renvoie dans le PLM et l'affaire est bouclée. Donc c'est encore une fois l'idée de cette intégration, c'est que ça soit le plus facile à prendre en main et le moins numérique possible pour les utilisateurs. Il faut que ça soit vraiment des choses qui leur semblent naturelles et dont les usages se font sur la base des habitudes qu'ils ont déjà pour traiter tous les autres types de fichiers avec lesquels ils travaillent au quotidien. Ok, donc là, tout simplement, il va re-ranger les données de calcul. La nouvelle version des données de calcul, vous voyez, on est passé en A1, alors que la première était la 1.0. Et ces données de calcul A1 sont bien liées à la version A6 de ma pièce, qui est la dernière version après les modifications. Donc la boucle se boucle très très facilement. Les données de calcul sont sauvées de manière transparente, encore une fois. Petit point sur la roadmap, je vous ai dit que les choses allaient vite. Vous voyez, les premières releases de Simulation Live, c'était 2019. 2020, on était déjà avec la deuxième version de Simulation Live, encore une fois, qui a été décrite un peu en long, en large et en travers dans une webcast dédiée. Rapprochez-vous de nous pour éventuellement récupérer le lien vers le replay, on pourra vous les mettre à disposition. Creo Anti-Simulation qui vient d'arriver, donc on est, je vous disais, très très rapidement après les annonces de partenariat, les choses se mettent en place de manière très efficiente. Et puis on a déjà, pour Creo 8, c'est-à-dire au printemps, Q2 pour PTC, c'est début avril. La deuxième phase qui va permettre de traiter les coques, c'est-à-dire la compression coque, l'extraction automatisée des coques pour les pièces volumiques d'épaisseur mince, et puis la partie matériaux non linéaires, donc ça va déjà incorporer de la plasticité par exemple. Creo Simulation Live va lui aussi évoluer pour faire des choses plus avancées en mécanique des fluides, pour traiter des contacts linéaires, etc. Et au-delà de ça, je vous ai fait un petit tableau qui positionne donc le Creo ANSYS, qui est le module dont on vient de parler, Creo Simulation Extension, qui est le Creo Simulate standard historique, le Creo Advanced Simulation, qui est le Creo Simulate avancé. Et puis ce qu'on voit déjà arriver, c'est qu'il va y avoir une version de Creo ANSYS avancée, dont la sortie officielle sera prévue pour Creo 9. Okay. Et puis ce qu'on voit également, c'est que l'essentiel de ce qui est couvert en Creo Simulation
est également couvert en Creo ANSYS, alors avec parfois des degrés de détail un petit peu différents, mais l'essentiel est là. Ce qu'on voit également apparaître, c'est la roadmap pour des fonctionnalités qui ne sont pas encore présentes, mais qui sont prévues. Grande déformation, la notion de plan d'expérience pour l'optimisation, la notion de flambage. Tout ça va arriver, vous voyez, assez rapidement. Creo 8, c'est au printemps. Creo 9, c'est mai 2022. Pour la partie voilà, extraction des surfaces médianes, vous voyez, ça va venir. Tout ce qui est analyse thermique transitoire non linéaire, c'est prévu également. Et toute la partie, en gros, qui était présente dans Creo Advanced Simulation, va arriver progressivement pour Creo 9. Le seul petit point qui est pour l'instant pas annoncé, c'est la réponse dynamique, tout ce qui est réponse harmonique, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quelque chose qui était demandé assez souvent par les clients, qui étaient les tests de chute, les drop tests, eux sont déjà à la roadmap pour Creo 10. Bonne journée à tous et puis d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.